شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc faisons suite à la première réunion de ce matin qui a été consacrée au LMD, destinée surtout aux étudiants de première année, surtout essentiellement, même aux enseignants nouvellement recrutés. Cet après-midi, nous allons parler de l'assurance qualité. Assurance qualité qui, je ne sais pas quelle pourrait être maintenant la composition du public. Est-ce que nous avons... Oui, puisque nous aurions souhaité quand même un peu plus d'enseignants pour que nous puissions engager un débat, puisque quand même l'assurance qualité, elle touche le premier acteur qui est l'enseignant, elle touche aussi l'étudiant bien entendu, mais le principal concerné justement c'est l'enseignant, puisque c'est lui qui est le garant de la qualité dans l'enseignement, le garant de qualité dans son module d'enseignement, c'est bien l'enseignant. Enfin, toujours est-il que nous souhaitons que les gens viendront au fur et à mesure que nous discutions dans ce thème qui est, comme vous le savez, l'assurance qualité. En fait, l'être humain, depuis qu'il est sur Terre, il a tout le temps cherché à faire de la qualité dans tout ce qu'il peut entreprendre. La qualité, si on prend l'homme préhistorique, il a cherché la qualité. À chaque fois, il essayait de parfaire ses outils de chasse à l'époque, les hommes préhistoriques, pour mieux chasser. Donc il cherchait à introduire de la qualité dans ses outils de travail. Plus tard, Pascal, si on prend Pascal avec la machine pascaline qui est actuellement l'ancêtre de l'ordinateur actuel, qui est l'ancêtre de l'ordinateur que nous sommes actuellement, il a cherché aussi tout le temps à faire de la qualité pour que son outil qui s'appelait la pascaline, qui était une machine à calculer, c'était dans le XVIIe siècle, c'est 1600 et quelques, et il cherchait déjà la qualité, il cherchait à recruter des mécaniciens, puisqu'à l'époque c'était les mécaniciens, c'est-à-dire des gens qui fabriquaient les pièces pour sa machine, et il n'en trouvait pas, et il se plaignait beaucoup. Donc en se plaignant, il cherchait à introduire de la qualité dans le produit qu'il voulait destiner à l'humanité, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de l'ordinateur. Plus tard aussi, l'ordinateur, il a commencé avec de mastodontes. Il lui fallait peut-être 7 salles, tout ça, pour qu'il puisse fonctionner. Et ça, c'était pas très loin, c'était dans les années 40. On était pas très loin. 40, c'est à peu près 70 ans, quoi. On a cherché aussi la qualité pour parfaire, pour arriver à l'ordinateur d'aujourd'hui, qui est le PC, le portable, la tablette, le smartphone, etc., etc. Et certainement, par exemple, au niveau de l'usine, comment on garantissait la qualité? C'était le contremaître. Dans l'éducation, dans les lycées, etc., comment on assurait la qualité? C'était le surveillant. Le surveillant, le censeur, etc. Tout ça, c'était des dispositifs pour assurer la qualité dans l'institution. Donc, la qualité, ça c'est pour vous dire que la qualité a été toujours une préoccupation essentielle, que ce soit de l'entreprise, que ce soit de l'institution d'éducation à l'époque, aujourd'hui aussi l'institution d'éducation, le ministère de l'Éducation nationale, et maintenant, pour ce qui nous concerne, l'institution universitaire. Donc, comment maintenant puisque s'agissant de l'institution universitaire, quelles pourraient être, ou bien quelles sont les missions qu'un établissement universitaire doit remplir? Eh bien, il y en a 3. Eh bien, c'est la formation. Son rôle essentiel dans une université, c'est d'assurer la formation. La formation des licenciés, la formation des
des masters et la formation des doctorats si on parle LMD. Bien entendu, dans le système classique, puisqu'il continue de subsister dans un certain nombre d'établissements, il faut assurer la formation des licenciés classiques, magistères, etc., etc. Ça, c'est le rôle essentiel le premier rôle, enfin la première mission de l'université. La deuxième, c'est d'initier, de mettre en œuvre et de réaliser des actions de recherche. C'est initier des activités de recherche. On ne peut former justement des doctorants de bon niveau que s'il y a des laboratoires de recherche ou bien des écoles doctorales de niveau. Sinon, ça serait difficile, avec un encadrement de niveau bien entendu, sinon ça serait difficile de parler de la qualité des doctorants. La qualité des doctorants, elle est liée aussi à l'ensemble de son environnement, plutôt à la qualité de l'environnement dans lequel il opère. Et son troisième rôle aussi, il ne faut pas oublier que l'établissement universitaire est un établissement public. En tant que tel, il reçoit ces dotations budgétaires de la société, c'est le Mujtama al-Madani, la société civile. Et en tant que tel, il doit rendre compte à la société civile, il doit prouver que les dotations qu'il a reçues et les promesses qu'il a tenues, parce que quand il reçoit des dotations, il dit que je vais former des licenciés de qualité, des masters de qualité, des docteurs de qualité, faire des actions de recherche qui intéressent la région de Bouira, si on parle de Bouira, etc., etc. Donc il va falloir qu'il rende compte de tout cela. Donc il a un rôle, l'établissement universitaire recevant des deniers publics, c'est-à-dire de la société civile, il doit absolument rendre compte aussi à la société civile. Ça, c'est le premier rôle de l'insertion. Le deuxième rôle de l'insertion, c'est d'aider, parce que il ne faut pas que ce soit une usine à diplôme. Il ne faut pas que l'université soit une usine à diplôme qui consiste à former. Une fois que le formé a eu sa formation, c'est-à-dire a eu son diplôme, et il sort et on ne le regarde plus. Non, il faudrait qu'elle ait une sorte de travail de proximité qui permet à l'établissement universitaire de suivre le diplômé jusqu'à son insertion professionnelle au niveau du marché du travail. En tant que technicien, en tant qu'ingénieur, en tant que master, en tant que docteur, en tant que, même pour celui qui n'a pas terminé les études, en tant que technicien, en tant qu'employé, etc. Ça aussi, c'est un rôle social capital au niveau de l'université. Il ne faut pas qu'elle se limite uniquement à son rôle de formateur ou bien à son rôle d'initiateur d'actions de recherche. Elle a aussi une mission très importante, c'est celle de suivre ses diplômés et de suivre et d'aider ces diplômés à s'insérer professionnellement. C'est capital, et cette notion, elle est venue justement avec le LMD. Chose qui existait auparavant dans le système classique, mais qui n'était pas tout à fait présente. Je reviens donc à tout cela. Pour cela, il faut absolument qu'elle s'adapte et qu'elle adopte des standards internationaux. Il ne faut pas qu'elle forme sans tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur, dans le domaine de la formation et de la recherche. Il faut absolument qu'elle intègre toutes les bonnes pratiques, toutes les bonnes choses dans ses cursus de formation, dans ses activités de recherche. Il faut absolument qu'elle les intègre. C'est pour cela qu'elle doit s'ouvrir à l'international pour justement permettre l'intégration des standards internationaux dans ses cursus. Pourquoi? Parce que les entreprises, justement, quand vous allez être recruté, ils ont besoin de standards, puisque si vous prenez une entreprise quelconque, qui a de la valeur, bien entendu, en Algérie, il y en a pas mal, elle cherche de celui ou de celle qu'elle va recruter, en plus de la compétence, bien sûr,
qu'il puisse intégrer justement dans son travail, dans son environnement de travail, dans la société pour laquelle il va travailler, justement des normes internationales. Il ne faut pas fabriquer aussi que pour fabriquer. Il faut fabriquer des produits qui soient compétitifs. Et la compétitivité, justement, ne peut provenir en partie, justement, que grâce à la connaissance approfondie, à l'intégration des normes internationales. Ça, c'est un point, justement, capital qui est venu avec le LMD. Il faudrait que l'université soit tout le temps à l'écoute du secteur de l'emploi. Tout le temps à l'écoute du secteur de l'emploi et réciproquement. Il ne faut pas que le secteur de l'emploi soit là et il ne fait rien, bon, comme ce qui se passe actuellement malheureusement dans sa globalité. Mais il faut aussi qu'il soit à l'écoute de ce que fait l'université, qu'il intervienne pour assurer des actions de formation professionnelle, pour formuler réellement ses besoins, afin que l'établissement universitaire puisse réajuster ses cursus de formation vers les besoins réels de l'entreprise. Hein, il ne faut pas que ça soit une usine à diplôme complètement fermée, et en ermite, hein, comme ça, complètement fermé, et qui ne se soucie pas justement de ce qui se fait dans son environnement immédiat, ou bien au niveau national et même international. C'est ça le rôle justement de l'adaptation des standards internationaux et l'ouverture à l'international. Mais il ne suffit pas aussi de s'ouvrir, il faut avoir une présence aussi à l'international. Il faut que, bon, si je prends l'université de Ouira, si elle veut s'ouvrir à l'international, hein, par la mobilité, l'échange de standards, l'échange d'enseignants, l'échange d'étudiants, l'échange de bonnes pratiques, etc. C'est ça l'ouverture à l'international, la mobilité en général. Mais il faut aussi qu'elle soit présente au niveau international. Il ne faut pas qu'elle s'ouvre uniquement. S'ouvrir, c'est bien, mais c'est insuffisant s'il n'y a pas de présence. C'est ce qui se passe, par exemple, pour les universités américaines. Elles sont là, preuve, on parle d'elles, mais je ne sais pas si c'est aux États-Unis, quand ils font une conférence comme ça, ils parlent de l'université algérienne. Je ne sais pas, peut-être pas. Pourquoi? C'est parce que nous ne sommes pas suffisamment ouvertes et nous ne sommes pas suffisamment présentes au niveau international. Tout cela, justement, l'assurance qualité est un moyen qui peut aider l'université, justement, à s'ouvrir davantage en assurant la qualité de ses missions, de ses trois missions, qui sont la formation, la recherche et l'insertion professionnelle de ses employés. Donc c'est ça l'assurance qualité. L'assurance qualité, donc si je la dissèque un peu, il y a la qualité que je vais définir maintenant, et il y a l'assurance. C'est-à-dire que l'entreprise assure, l'assurance, elle assure à ses partenaires, à son environnement, que la formation qu'elle déploie, qu'elle assure, est de qualité. C'est ça, l'assurance qualité. L'assurance que fait l'entreprise à son environnement immédiat, que ses activités de recherche, de formation, correspondent à des standards internationaux et que, donc, ils sont de qualité. C'est ça. Maintenant, je vais revenir justement à cette notion de qualité pour... c'est quoi la qualité? Elle est controversée. C'est pas un concept facile. Si jamais je dis, j'interrogerai quelqu'un chacun parmi vous, j'aurai peut-être autant de définitions, autant de points de vue qu'il y a justement de présents dans cette salle sur la qualité. C'est pas une notion facile si jamais on y réfléchit bien comme il faut. Qu'est-ce que c'est que la qualité et comment on l'assure? C'est qu'est-ce que c'est que la qualité? La qualité, c'est... il y a plusieurs définitions, mais l'une qui consiste à dire que finalement, il faut que le produit, que la production faite au niveau de l'établissement universitaire, le produit de l'entreprise, soit conforme et récolte une adhésion de l'environnement. Par exemple, une entreprise, elle fabrique des lessives. Lorsqu'elle fait des lessives avec une ergonomie au niveau du contenant, de la boîte qui contient le lessive, tout ça, si le lessive
est acheté justement, voilà, est acheté justement par l'ensemble des ménages, ça veut dire que le produit est de qualité. Sinon, les gens ne l'achèteraient pas. C'est exactement la même chose pour la formation. Si les masters ou les licences ou les doctorats, les doctorats de l'université de Buira seront demandés, ça veut dire que la formation elle est de qualité. Ça, c'est un point de vue de la qualité. Mais, regardez un petit peu, la définition, j'en donnerai deux, que font les chercheurs ou ceux qui travaillent dans ce domaine depuis longtemps. Par exemple, pour Estila Ben Simon, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la définition de la qualité n'est pas neutre et relève au contraire d'intérêts particuliers, de valeurs de ce qui est perçu comme le bien commun à développer, à un moment donné, dans une société donnée. Donc, ce que nous voyons à partir justement de ce point de vue, de cette chercheuse, c'est qu'il y a un intérêt commun. Et quand il y a un intérêt commun, chacun justement de celui qui forme la communauté, a intérêt à ce que son intérêt soit défendu. C'est la qualité commune à l'ensemble de la communauté, par exemple un certain nombre d'établissements universitaires, par exemple une université, plusieurs facultés, plusieurs départements, etc., etc. Donc, selon elle, il y a un intérêt commun. Cet intérêt commun, pour qu'il tienne la route, il faut absolument que l'ensemble y participe pour que l'intérêt soit porté au plus haut. C'est la qualité. Par exemple, si je prends le cas de la charte graphique, et même, pourquoi aller de l'ILB qui est à Bruxelles, mais pourquoi aller plus loin? Mais je prendrai le cas de Buira. Quand vous faites un cahier de charges pour une formation, qu'est-ce que vous faites? Vous allez, un certain nombre d'enseignants qui se réunissent. Pourquoi qu'ils se réunissent? C'est parce qu'il y a un intérêt commun, qui est celui de faire une formation. Et que cette formation, il devrait, peut-être c'est le cas, l'entourer de maximum de précautions afin de lui faire intégrer tous les ingrédients possibles pour que cette formation soit bien perçue par la société, soit employable pour les étudiants qui vont la suivre, etc., etc. Donc c'est un intérêt commun. Donc quand vous faites l'établissement d'un cahier de charge, c'est que vous cherchez la qualité, le fait de se réunir plusieurs, puisqu'il y a un seul qui ne peut pas faire la formation seul, c'est impossible, il y a 3, 4, 5, 6 enseignants. L'équipe de formation aussi, lorsqu'elle se réunit, c'est qu'elle cherche, elle devrait chercher la qualité à partir de ces réunions. À partir des réunions qu'elle tienne, il faut que son objectif numéro un, c'est de chercher la qualité. Il faut qu'elle répercute de la qualité. Par exemple, là, pour la charte de qualité Bruxelles, il y a eu une très large de concertation pour arriver à une charte de qualité. La charte de qualité, c'est quoi? C'est un ensemble de règles que chacun de nous devra suivre pour que la qualité soit assurée au niveau des formations. Par exemple, l'enseignant, il doit être intègre, suivre l'enseignant, suivre l'étudiant, mettre à jour périodiquement ses cours, etc., etc. Ça, c'est une charte de qualité pour la formation qui a été faite, par exemple, pour Bruxelles, ça a été fait aussi dans d'autres universités. Nous aussi, on devra arriver à cela. En fait, c'est un contrat, si vous voulez, qui va lier les enseignants d'un établissement universitaire donné pour que la formation qu'ils dispenseront, puisque une formation, quand elle est bien dispensée à Buira, par exemple, c'est toute la communauté de Buira, de l'université de Buira, bien entendu, qui sera bénéficiaire. Quand il y a un master de Buira qui est demandé à Schlumberger, il est demandé à Sonatrach, il est demandé à l'ENTV, etc., ça veut dire que c'est Buira qui va tirer justement les dividendes en termes de reconnaissance de la société civile en général. Et c'est quand même une bonne chose.
Eh bien, la culture qualité, puisque, bon, tout à l'heure, certainement, en fait, dans le débat, vous allez me dire, oui, d'accord, il y a la qualité, mais pour instaurer tout cela, il faut qu'il y ait des conditions préalables. Parmi les conditions préalables, c'est la culture qualité. Il faudrait que chacun de nous, de l'Université de Beira, il faut que chaque étudiant, que chaque enseignant, ou pas chaque, mais la majorité des étudiants, la majorité des enseignants, puissent adhérer justement à la charte, puissent adhérer à la qualité, puissent être fortement imprégnés qu'il faut de la qualité pour que l'Université de Beira puisse réussir. Si elle n'a pas justement cette culture, il lui sera difficile, bon, l'Université de Beira, il sera difficile d'instaurer la qualité. Il faut absolument passer par la culture qualité. Eh bien, comment Jacques Lanars, il définit cela en 2010, c'est une dynamique interne, basée sur un jeu de valeurs, à définir entre les acteurs, c'est-à-dire les enseignants, les étudiants, le personnel technico-administratif, et à traduire en pratique collective et individuelle. C'est-à-dire qu'il faut que chacun soit concerné, qu'il ait une pièce maîtresse au niveau de l'université, et que collectivement aussi, l'équipe de formation, le département, etc., il faut aussi qu'elle sache qu'elle est indispensable à la vie de l'université, au fonctionnement de l'université, qu'il soit administratif, pédagogique ou scientifique. D'accord? C'est ça justement la culture qualité. Et ceci, vous allez me dire, comment qu'elle s'acquiert, l'assurance qualité, la culture qualité? Eh bien, ce n'est pas une chose facile. Puisque même dans les sociétés les plus avancées, scientifiquement, ils ont encore des failles, justement, pour faire un projet donné, faire l'adhésion de tous. Et il y a encore des failles. Que dire pour nous qui démarrons encore, justement, dans ce domaine extrêmement sensible et ô combien très important, justement, pour nos formations. Donc, c'est la culture qualité, c'est avoir être convaincu de façon individuelle. Il faut que chacun de nous soit convaincu, sans que je lui dise, il soit convaincu. Il y a un projet, il ne faut pas l'accepter tel quel, bien sûr, mais il faut le discuter positivement, pas en voulant le détruire, non, c'est en voulant le construire. Et une fois justement qu'il est bien étudié, tout le monde y adhère. Et c'est ça la culture qualité. Bon, et vous voyez peut-être que dans nos établissements, certes, il y en a, je ne dis pas justement que c'est nul, mais nous avons beaucoup à faire justement dans ce domaine pour qu'il y ait une culture qualité dans nos établissements universitaires. Maintenant, la démarche qualité. La démarche qualité, il y a démarche, c'est-à-dire c'est comment y arriver à introduire une qualité. Qu'est-ce qu'il dit Jacques Dejon? Il dit dans l'expression démarche qualité, il y a le terme démarche. En fin de compte, il est probablement aussi important, sinon plus, que celui de la qualité. Il dit que finalement, la qualité, pour y arriver, il faut qu'il y ait une bonne démarche. Et donc, il donne beaucoup plus de l'importance à cette démarche. Il dit que lorsque j'ai une démarche qui tient la route, une démarche bien étudiée, une démarche qui a reçu l'adhésion des décideurs, de gouvernance, aussi des étudiants, enseignants et personnels technico-administratifs, c'est que je vais à coup sûr vers la qualité. Donc, selon lui, ce qui est important au début pour instaurer la qualité, ce n'est pas la qualité en premier, parce que comment instaurer la qualité si on n'a pas une bonne démarche? Donc, il faut définir une excellente démarche pour arriver à la qualité. C'est ça la démarche qualité. Eh bien, ce que nous apprenons par l'assurance qualité de façon générale. Donc, il y a, comme je l'avais précisé tout à l'heure, il y a l'ouverture, la mobilité et les standards internationaux. Il faut absolument suivre les standards internationaux pour qu'il y ait une présence réelle de l'université algérienne dans le giron mondial de la connaissance. Instaurer une culture d'amélioration continue dans la formation. Là aussi, c'est un terme, une locution qui est importante, c'est l'amélioration continue. L'amélioration, c'est bien, mais il faut qu'elle soit continue. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, l'information,
l'amélioration continue. Eh bien, vous avez, vous visez un but. Vous avez, tenté un soit peu une amélioration pour arriver à ce but. Donc, il va falloir déployer des mécanismes roulants, comme une roue de bicyclette, et cette roue de bicyclette ne fait qu'avancer, elle ne recule pas, pour arriver justement au but qui est la qualité. Donc, il y a de l'amélioration à chaque fois que la roue tourne, c'est que j'améliore la qualité. C'est pour cela qu'on parle de l'amélioration continue de la démarche qualité, de la qualité, etc., d'un établissement universitaire dans son fonctionnement, etc., etc. Eh bien, cette roue-là, comme je l'ai dit, je pars d'un point pour arriver à un autre, en fait, elle est interminable, mais je me fixe une période, disons 3 ans, disons 4 ans. Je dis que je pars de cette qualité, je vais l'améliorer à chaque fois, de manière continue, pour arriver au terme de la période qui est 3 à 4 ans, que je considère comme étant l'idéal pour cette période. Mais à partir de cette période, il y aura encore une autre période. Il y aura encore une autre période, etc., etc. Et c'est le chemin continu. C'est comme la droite qui n'a pas de limite, elle continue tout le temps. Mais qui grimpe, ce n'est pas une droite qui a une pente descendante, c'est une pente qui est ascendante. Vous l'avez remarqué. Plus on avance et plus les choses deviennent difficiles. Plus les choses avancent et plus les choses difficiles dans l'amélioration d'une université. Heureusement, elle n'est pas descendante, elle n'est pas linéaire aussi, mais elle est tout le temps ascendante. Eh bien, ceci, elle porte le nom de ce qu'on appelle la route de Ming, que les managers, je ne sais pas si les gens s'il y a parmi nous des gens qui font le management ou bien les sciences économiques, ils appellent ça la route de Ming, qui est constituée de 4 étapes. C'est le PDC, le Plan do Check Act, c'est le faire un plan, le point de départ, le point d'arrivée. Comment arriver au point d'arrivée? Eh bien, c'est faire le plan, l'exécuter, le do faire, et puis le vérifier, et puis tourner la roue, etc. Mais tout ça va en pente ascendante. Et cette pente ascendante, comme je vous l'avais dit, il ne faut pas absolument qu'elle revienne. Si elle revient, c'est un échec. Quand l'établissement universitaire entreprend quelque chose, il faut absolument qu'elle aille jusqu'au bout, sachant qu'elle a, il ne faut pas qu'elle soit têtue, bien entendu, mais c'est parce qu'il faut arriver au bout. Non, il faut arriver au bout, c'est parce qu'il y a conviction profonde que c'est la bonne voie à suivre. Eh bien, cette pente-là, donc, je vous avais dit, cette route de Ming, elle avance, mais il ne faut pas qu'elle recule. Eh bien, pour qu'elle ne recule pas, on lui fait une sorte de cale, une cale, pour qu'elle ne revienne pas. Et cette cale, justement, est appelée, à chaque fois que vous mettez une cale, elle avance d'une année, par exemple, un semestre, vous mettez une cale. Vous mettez une pause pour étudier, pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, et il ne faut pas que la roue revienne, vous mettez une cale, et c'est ce qu'on appelle la cale. À cette étape-là, c'est l'amélioration continue d'étape. Et puis l'autre étape, etc., jusqu'à arriver au bout. Arriver au bout, ça va être un autre programme, etc., etc. Donc c'est ça, justement, l'assurance qualité. Mais vous allez me dire comment arriver à définir ce point de départ, qui est l'amélioration. Là, on y reviendra tout à l'heure, justement, là, sur ce point important. Le deuxième, c'est comme je l'avais expliqué tout à l'heure, il faut lutter contre les usines à diplôme, et ne faut pas oublier, c'est comme je l'avais dit aussi tout à l'heure, que les employeurs ont besoin d'informations et de personnel qui puissent intégrer et suivre les standards internationaux en matière de la qualité dans la production. Par exemple, vous allez maintenant dans les sociétés les plus avérées, on parle de la norme, de la certification ISO, de la norme ISO, du standard ISO. ISO, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un standard international que lorsque vous l'avez, ça veut dire que vous avez un label de qualité. Un aéroport, vous allez à l'aéroport de Paris, il est labellisé ISO. C'est parce qu'il a été certifié, il a été étudié, il y a d'autres gens de l'extérieur qui sont venus, c'est-à-dire des experts de l'extérieur, ils ont étudié l'aéroport, etc. Et ils ont vu qu'ils répondent justement aux critères internationaux, et à ce moment-là, on lui donne la certification ISO, comme quoi il est de qualité, et à ce moment-là, il va attirer le maximum de clients.
Parce que la qualité, on ne l'a fait pas comme ça. On l'a fait justement pour attirer le maximum de clients pour une entreprise et pour une société. On l'a fait justement pour attirer le maximum d'employeurs de nos futurs, plutôt de nos futurs diplômés. Ce qui est très important. Donc la qualité, elle participe à l'employabilité des diplômés d'un établissement universitaire. Quelles sont les bases de l'assurance qualité? Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a les parties prenantes internes et externes. Internes, ce sont les enseignants, les étudiants et le personnel technico-administratif. Il ne faut surtout pas négliger le personnel technico-administratif dans la mise en place de la qualité. Il est partie prenante essentielle. C'est parce que nous avons l'habitude de parler que d'enseignants et d'étudiants. Non, il y a le personnel technico-administratif. Il ne faut pas négliger, c'est capital. Externe, c'est l'environnement, l'entreprise, les ministères, les autres universités, etc. Ce sont les parties prenantes externes. Et il y a les agences indépendantes. Tout à l'heure, je dirais un mot très rapide. Les agences, par exemple, ISO est une agence indépendante, mais dans le domaine de la production, non pas dans le domaine de l'enseignement. Dans le domaine de l'enseignement, on verra qu'il y a USQM, Esquisse, etc., etc. Donc il y a pas mal d'agences. En Algérie, nous sommes en train de réfléchir à la création d'agences. Maintenant, elles portent le nom de la SIACES, c'est au ministère. Je dirais aussi tout à l'heure un mot, donc je n'en parle pas pour le moment. Maintenant, quels sont les outils pour l'assurance qualité? Pour réaliser l'assurance qualité, il faut faire ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Il faut faire l'évaluation externe, l'accréditation et l'habilitation. Qu'est-ce que c'est que l'auto-évaluation? Très rapide, puisque la deuxième partie sera consacrée à l'auto-évaluation. La deuxième, c'est l'évaluation externe, c'est-à-dire que j'ai un master, je veux l'évaluer, pour avoir un certificat comme quoi mon master répond aux standards internationaux, eh bien, je vais faire une évaluation externe, c'est-à-dire faire appel à une agence externe qui va étudier mon master avec son guide, sa cotation, et à partir de là, justement, elle me donne ou elle ne me donne pas la certification. C'est parce qu'elle c'est pas obligatoire qu'elle me donne la certification. L'accréditation, c'est aussi une agence, plutôt une agence externe qui va me dire oui ou non. Exactement, oui ou non, c'est deux choses, c'est binaire, c'est l'un ou l'autre, que ma formation est conforme et que ma formation n'est pas conforme. Elle va me dire oui ou non. Formation conforme, oui ou non, pas plus. Et à ce moment-là, justement, que ce soit l'évaluation externe ou l'accréditation, seront utilisés pour reconduire, par exemple, dans le domaine de l'université, une formation doctorale, un master. Actuellement, malheureusement, nous le remarquons en Algérie, par exemple, un master, il a une durée de vie de 3 ans. Une licence, il a une durée de vie de 3 ans. Mais la 3e année arrive, on fait un cahier de charges de renouvellement, qu'on appelle aussi, d'ailleurs, habilitation, mais qu'il n'y a aucune étude d'évaluation externe ni certification. Et à ce moment-là, elle va au ministère en passant par les comités régionaux, centre, pour nous c'est le centre, pour qu'elle ait un avis favorable, mais en se basant sur aucun critère d'assurance qualité. Donc l'assurance qualité, nous avons deux approches, c'est l'approche normative et l'approche formative. L'approche formative, elle aboutit à l'évaluation, et l'approche normative, cela suppose qu'il y a l'approche formative, et elle aboutit justement à l'excellence, à la performance, et elle cherche à faire de l'accréditation. Pour cela, elle a besoin d'un certain nombre d'outils, l'assurance qualité, comme je viens de le citer, les 4, pour arriver à ce qu'on appelle un référentiel assurance qualité. Ce référentiel assurance qualité, c'est le guide que chaque établissement universitaire doit en disposer pour réaliser sa propre auto-évaluation. Pour réaliser sa propre auto-évaluation, elle ne va pas le faire comme cela. Il faut qu'elle ait une démarche, la démarche qualité dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, c'est ce référentiel-là qui va lui jalonner la piste pour arriver justement à établir un bilan pour l'amélioration continue, comme je l'avais dit tout à l'heure, le point de départ et l'idéal, avec la route de mine qui va tourner, en avançant. Et les outils, donc l'auto-évaluation et l'évaluation, ça, là, je viens d'en parler. Pour l'accréditation, vous avez, quand vous faites appel à un établissement externe,
pour pour l'accréditation, pour vous dire que votre formation est conforme ou non conforme, eh bien vous avez l'ISO, le CTI, la BET, l'EKIS, le FQM, etc. Ce sont des agences internationales spécialisées dans ce domaine. Par exemple, au Canada, le diplôme canadien n'est délivré que s'il reçoit le label EQUIS. Aux États-Unis aussi. Sinon, il ne peut pas délivrer. Impossible. EFQM pour un certain nombre de pays européens. Le CTI pour la France aussi. Un diplôme d'ingénieur n'est délivré en France que s'il reçoit le label du CTI. Le LISO pour le domaine de la production. Un aéroport ne peut, ou bien une compagnie aérienne ne peut dire qu'elle est réellement une compagnie aérienne que si elle reçoit le label ISO. Donc vous voyez, ce sont des agences extrêmement importantes pour le devenir d'une institution universitaire ou bien d'une entreprise de production. Eh bien, pourquoi et comment évaluer pour nous, Algérie, nous avons la loi de 2008 dont je parlais ce matin, qui exige justement la qualité, et c'est elle qui a mis en place justement le CNE. Je ne sais pas si vous en entendez parler, c'est le Comité national d'évaluation. Comité national d'évaluation qui est à Ben Aknoun au niveau du ministère. Et elle est en train de travailler puisqu'elle a été suggérée dans la loi de 2008, mais créée réellement qu'en 2012. En 2012, donc elle n'a pas encore suffisamment d'outils pour commencer son travail, mais elle est en train de s'outiller afin justement de faire l'assurance qualité aux côtés de la SIACES au niveau des établissements universitaires. Il faut qu'il y ait le plan de développement de l'entreprise. Là aussi, pour s'évaluer, il faut absolument qu'il y ait le plan de développement de l'université, chose malheureusement qui n'existe dans aucun établissement universitaire en Algérie. Il n'y a pas de plan de développement. Le plan de développement, c'est la vision, ce sont les missions et ce sont les valeurs que doit avoir une institution universitaire afin de réaliser son plan qu'elle définit, ses objectifs qu'elle définit dans une période donnée, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, entre le point de départ et l'idéal que, on va dire en la période, elle dit, par exemple, durant cette période, je vais faire des masters extrêmement importants pour le marché algérien, c'est-à-dire fortement employables. Ça, justement, il faudrait qu'elle le définisse et qu'elle le décrive et qu'elle décrit les moyens pour atteindre justement cet objectif. Il ne suffit pas de l'énoncer. C'est ce qui se passe actuellement dans nos universités. On dit, oui, je vais former, formation de master dans le domaine. Oui, d'accord. Mais comment? Mais à quel coût? C'est tout ça. Il va falloir évaluer tout cela et faire justement une matrice logique qui permet aux gens de dire, oui, effectivement, votre objectif, il tient le coup, il ne tient pas la route. S'il ne tient pas la route, on lui refuse. C'est-à-dire au niveau de l'habilitation, on ne lui donne pas le master. Actuellement, ce n'est pas le cas. Mais cela doit arriver. Mais il me semble qu'au niveau de la gouvernance, ils ont planifié un plan de développement. Ils ont justement une étude plutôt des séances comme celle-ci que moi-même je vais assurer pour faire pour l'élaboration d'un plan de développement. Si comment on appelle ça, si cela est toujours tracé, si cela est toujours au fait des choses, à ce moment-là, on aura l'occasion donc de parler profondément des plans de développement. L'exigence de l'autonomie aussi, c'est important. Il faut que l'entreprise ait des marges d'autonomie. Actuellement, nous avons une certaine autonomie. Par exemple, dans les formations, c'est nous qui les élaborons. C'est quand même, c'est important, mais c'est pas suffisant encore la marge d'autonomie. Dans l'assurance qualité, il faut qu'il y ait l'autonomie afin justement de suggérer et de faire naître une sorte de concurrence entre les établissements. Actuellement, il n'y a pas de concurrence entre les établissements. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Il faut que Master de Bouira soit plus performant que celui qui ressemble à celui qui est enseigné, assuré à Boumerdès, par exemple, à Bebzouar, etc., etc. Par exemple. Donc il faut absolument qu'il y ait une certaine concurrence entre les établissements et cela ne peut provenir que de l'autonomie, chose
qui n'est pas tout à fait assuré pour le moment. Le référentiel d'auto-évaluation dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on nous reprendrons, le rapport d'auto-évaluation, lorsque vous allez partir à partir, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la fameuse roue, l'amélioration continue, vous allez partir à partir d'un point de départ. Ce point de départ, c'est le rapport d'auto-évaluation, qui comprend ce qu'on appelle les faiblesses, les forces, les menaces et les opportunités. Tout ça, il faut les mettre dedans. Il faut qu'un établissement dise, voici mes forces. Par exemple, pour Bouira, quelle pourrait être la force de l'université de Bouira? Elle est dans une région agricole et elle peut, par exemple, développer, je suppose, voilà, par exemple, l'olivier, la culture de l'olivier. Pourquoi ne pas faire des masters dans ce sens-là, des licences dans ce sens-là? Je ne sais pas si ça existe. Sinon, comment vous allez avoir vos forces? Vos forces, il ne faut pas les tirer des autres régions, il faut les tirer de votre propre région. Il ne faut pas les tirer de Boumardès, il ne faut pas les tirer de Tizi Ouzou, ou bien de Sétif, qui est limitrophe, je crois, Sétif, ou bien Bourges-Bourg-Aris. Non, il faut les tirer justement de votre propre environnement. C'est ça les forces, les faiblesses. Vous avez certainement des faiblesses. Oui, la force, vous êtes aussi près de la capitale, des aéroports, ça c'est pour faciliter la mobilité des enseignants, etc. Vos faiblesses, je ne sais pas si vous avez un plan de formation qui est très demandé par les entreprises. S'il n'est pas demandé par les entreprises, il faut faire de telle sorte qu'il le soit. Actuellement, c'est une faiblesse, donc il faut transformer la faiblesse en force. Il faut, quelles sont les opportunités que vous avez? Peut-être que vous avez des opportunités de développement avec d'autres institutions universitaires, qu'elles soient françaises ou mondiales en général. Donc c'est une opportunité qu'il faut saisir. Vous avez aussi des menaces. Les menaces, c'est quoi? Peut-être que vous êtes sujette à pas mal d'autres, comme pas mal d'autres établissements universitaires, à la fuite des cerveaux. Un enseignant de qualité préfère aller à Paris. C'est toutes les universités qui sont sujettes justement à ces menaces. C'est tout ça. Donc il faut mesurer ses forces, ses faiblesses et définir, et faire apparaître les opportunités que vous avez et surtout ne pas négliger les menaces. Il ne faut pas cacher les choses. Non, ça ne sert à rien. Il faut le dire, car sinon on ne peut pas évoluer. L'évaluation externe dont j'ai parlé, qui peut être assurée par des pairs, c'est-à-dire des experts, ou bien par des agences qui sont comme Esquisse, l'ARS en France, l'ANECA en Espagne, etc. etc. L'objectif de l'évaluation, c'est atteindre les résultats que vous êtes fixés, faire analyser les points forts et les points faibles, comme je viens de le citer, les menaces et les opportunités, il faut les faire aussi apparaître, proposer des pistes de progrès à partir... Quand je connais mes forces et mes faiblesses et les opportunités qui s'offrent à moi et les menaces qui me guettent, je peux donc me prémunir et proposer un plan qui va aller contre les menaces et même transformer les menaces et les opportunités et les faiblesses en force. C'est pour cela qu'il faut proposer des pistes de progrès, des axes de progrès, des axes d'amélioration. Il faut se mesurer justement à l'international, d'autres établissements, pour se mesurer, il faut absolument définir un outil de comparaison, un outil comparatif, c'est ce qu'on appelle le benchmark, un benchmark, ou bien le benchmarking en général. Il faut valoriser les acteurs, il faut absolument rehausser l'étudiant de Bouira, puisque s'agissant de l'université de Bouira, il faut lui donner plus de valeur. Et ça n'a pas de limite, plus on lui donne de la valeur, il mieux c'est. Idem pour l'enseignant et idem pour le personnel technico-administratif. Il faut valoriser les acteurs. Il faut valoriser aussi l'environnement immédiat, régional, local, régional et même national. Il faut travailler avec. Il faut aller voir ce qui se passe, voir ce qui ne va pas, etc. Tout ça pour valoriser justement les acteurs. Et qu'il faut absolument que les structures, les départements, les facultés, ils réalisent un travail. Mais il faut que ce travail soit valorisé. Il ne faut pas qu'il reste dans les tiroirs. Il faut absolument le faire apparaître pour qu'il puisse être connu des autres établissements universitaires, des autres acteurs du même établissement universitaire, afin que ce produit soit amélioré
Bon, c'est comme ça justement qu'on évalue et on valorise le travail des structures. Il faut des structures. Il ne faut pas absolument que les rapports faits, puisqu'un rapport fait par un département, il peut apparaître comme étant non important pour les autres structures. Non. Il contient de l'information. En tant que tel, lorsqu'un document, un support contient de l'information, eh bien, elle peut intéresser à un moment donné ou à un autre, justement, les autres structures. Donc, un PV, quand on fait un PV, il faut l'afficher. Il ne faut pas l'afficher uniquement au niveau du département, mais il faut aller plus que le département. Le pilotage de l'évaluation, il faut qu'il y ait donc, c'est le fameux projet de développement dont j'avais parlé tout à l'heure. Il faut trouver une masse critique, c'est-à-dire des personnes ressources qui sont capables de porter, de suivre l'évaluation de l'établissement. Cela provient de la culture qualité. Lorsque j'ai une bonne culture qualité dans l'établissement universitaire, je peux avoir une masse critique. Pour que cette masse critique, la plus importante qui soit, des personnes ressources, ils vont suivre l'évaluation, améliorer les choses, diffuser de l'information, assurer la communication, sensibiliser, mobiliser, faire des réunions. Tout ça, ça donne une vie justement à l'établissement universitaire. Et un outil moderne de recensement, c'est-à-dire de recensement lorsque vous avez une masse importante de données, puisque l'assurance qualité elle va produire beaucoup de données, puisqu'elle émane de toutes les structures de l'établissement, il va falloir disposer d'outils informatiques, logiciels, qui puissent traiter tout ça. C'est le domaine, pour ceux qui font les statistiques et l'informatique, c'est l'analyse factorielle, par correspondance, les des composantes principales, voilà, c'est l'analyse des composantes, voilà, absolument. L'analyse des composantes principales, en fait, il y a trois techniques, correspondantes, factorielles et composantes principales. Donc c'est tout ça, puisque ce sont des outils multidimensionnels et qui permettent de faire sortir, à partir des informations qu'on lui donne, de faire émerger d'autres informations par interprétation. Par interprétation, on fait émerger et améliorer justement l'information de base. L'évaluation externe, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce qui se fait maintenant en Algérie, ce qui s'est fait, donc il y a la loi 2008 dont j'ai parlé tout à l'heure qui instaure le CNE et fait de l'assurance qualité une priorité absolue au niveau des établissements universitaires. Il y a eu la création de la SIACES au niveau du ministère, c'est la commission d'implémentation d'un système assurance qualité dans l'enseignement supérieur, SIACES, elle est en fonctionnement. Il y a eu la formation des RAC pour l'université de Buira, vous avez le RAC qui est M. Chiben, c'est M. Chiben de l'Institut des sports, je crois. C'est le directeur, c'est ça, l'Institut des sports, non STAPS. Du sport, STAPS quoi. Oui, STAPS. Oui, il y travaille là-bas, je crois. C'est lui le RAC, donc il a reçu quand même des formations dans l'assurance qualité, et lui, il peut donc lancer justement des initiatives, type réunion, formation dans le domaine de l'assurance qualité, etc., etc. Il est avec nous, il travaille avec nous. Et la mise en place des cellules assurance qualité, je crois que vous avez une cellule assurance qualité, les membres, je ne sais pas s'ils sont là. Il y a eu le colloque international de 2008, et en 2014, il y aura au mois de février le deuxième colloque international sur l'assurance qualité qui sera à Tlemcen, à l'université de Tlemcen. Il y a des rencontres, un séminaire, Skikda, il y a eu Gelma, Mostaganem, Boumardès, bref, il y a des initiatives qui sont faites, mais qui n'ont pas encore abouti à l'instauration d'une véritable culture qualité, puisque la tâche n'est pas facile, elle n'est pas aisée, elle demande beaucoup de temps. La mise en place du CNE, CNEVAL au CNE, comme je vous l'avais dit tout à l'heure en 2012, il y a eu une étude sur la gouvernance, assurance qualité de la gouvernance en 2012, qui a été réalisée par la Banque mondiale, qui a consisté à une dizaine d'établissements universitaires en Algérie, dont l'université de Buira. Je sais que l'université de Buira a été choisie comme pilote, où c'était autant
l'ex-recteur, avant professeur Badali, comment il s'appelle, Abadlia, je crois. Voilà, Abadlia, oui. Donc il y a eu justement une étude, une assurance qualité, une évaluation sur la gouvernance. Et le projet Acumed, je ne sais pas si vous en entendez parler, c'est un projet Tempus qui a produit un référentiel qui va être utilisé justement pour l'évaluation des établissements algériens. Et il y a l'AUF maintenant au Maghreb, c'est l'agence des universités francophones qui est basée à Rabat au Maroc et qui se charge dans le domaine de la qualité de faire l'auto-évaluation d'un certain nombre d'établissements universitaires qui en feraient la demande, bien entendu, s'ils le veulent. Actuellement en Algérie, il y a Tamanrasset, il y a Guelma, il y a Senia Doran, il y a Boumardès, il y a 4 établissements, c'est quand même pas mal. Le référentiel Acumed, j'en parle pas. L'Acumed, c'est comme je viens de vous le dire, donc il a établi un référentiel qui va être décliné en domaines, champs, références et critères. Il y a un livret qui a été fait. Je ne sais pas si vous avez ce livret. De toute manière, il est téléchargeable à acumed.org. Acumed.org. Voilà, Acumed comme ça, AQUIUMED.org. Vous pouvez le télécharger. Si vous ne l'avez pas, vous me faites signe, je vous enverrai une copie où il y a justement l'ensemble des références, comment évaluer un établissement universitaire. Voilà, pour la première partie, concernant justement la définition des concepts globaux et comment introduire l'assurance qualité, je m'arrêterai à cela. Maintenant, la deuxième partie, peut-être après un petit débat, de quelques minutes, on va voir comment réaliser une auto-évaluation dans un établissement universitaire. Donc ça va être la deuxième partie. Peut-être on peut ouvrir le débat sur quelques questions qui peuvent vous triturer l'esprit pour le moment. Si on a, sinon on enchaîne directement avec la deuxième